Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un épisode sur LinkedIn Ads et pour moi en fait je pense que c'est un des canaux qui est à la fois très intéressant et qui quand on s'y frotte un petit peu a une rentabilité qui est un petit peu difficile parce que LinkedIn Ads, moi j'ai utilisé au début, c'est vrai que je m'étais dit waouh c'est super intéressant et puis quand j'ai vu les coûts d'acquisition là je me suis dit oh ça fait un peu mal. Et donc, mes premières expériences avec LinkedIn Ads étaient un petit peu difficiles, mais toi, je sais que tu es l'expert français de LinkedIn Ads et que tu as un vrai retour d'expérience là-dessus. On a déjà discuté, on a déjà échangé. Tu arrives à avoir des coûts d'acquisition qui sont comme super raisonnables parce que en B2B, qui est bien sûr le cas de LinkedIn, on est prêt à payer plusieurs dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros pour un lead show. Et récemment, tu as partagé un cas d'école qui était vraiment intéressant parce que tu avais partagé toute la structure, toutes les campagnes, le retargeting qui était vraiment bien, avec un coût d'acquisition qui est en plus raisonnable. Quand on parle de, je crois que c'est 138, 140 euros pour un lead show, c'est quand même quelque chose qui est, pour moi, qui est raisonnable vu le coût des Google Ads, le coût d'un salon. Donc, moi, je serais curieux qu'on échange là-dessus. Donc, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tout d'abord, Frédéric, je suis un grand fan de ton podcast. Ça fait un moment que j'écoute et du coup, je suis hyper honoré et content d'être là aujourd'hui. C'est un peu un moment historique pour moi, donc c'est super génial. Voilà. Mais sinon, ouais, effectivement, moi je suis expert à LinkedIn Ads en freelance. J'ai aidé plus de 45 entreprises à augmenter leur pipeline via LinkedIn Ads. Et à part ça, je suis créateur de contenu centré sur le marketing B2B, super actif sur LinkedIn et hôte du podcast hebdomadaire Marketing B2B. Voilà, c'est tout pour moi. Oui, parce que tu as eu la gentillesse aussi de m'interviewer. C'était vraiment sympa. C'était une belle session et c'était un bel échange entre nous deux. Alors, et d'ailleurs, tu as combien d'épisodes maintenant? Parce que tu les enchaînes quand même pas mal. Plus de 120 épisodes, effectivement. Wow. Ouais, c'est vrai que c'est un beau nombre d'épisodes. Bravo pour cette longévité. Alors justement, Merci. là, j'ai fait la petite introduction parce qu'on fait un focus sur les keynotes et je sais que c'est pas facile de se lancer. Alors dis-moi un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas encore LinkedIn Ads, pourquoi c'est intéressant, en quoi c'est complémentaire de toutes les opérations de social selling un peu traditionnelles qu'on peut mener. Pour moi, il y a 3 raisons principales pour lesquelles LinkedIn Ads est intéressant pour les annonceurs B2B. Le premier, c'est que si vous vendez un produit ou un service à forte valeur ajoutée, votre audience, il y a beaucoup de chances qu'elle soit active sur LinkedIn. Il faut savoir qu'on a 12 millions d'utilisateurs actifs en France. On est passé 1 milliard d'utilisateurs dans le monde sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment la plateforme B2B sur laquelle les gens, quand ils vont sur LinkedIn, ils sont dans un état d'esprit business. Ils sont là pour networker, ils sont là pour apprendre des choses intéressantes pour leur carrière. Donc, ils sont du coup plus perméables à des messages B2B. La deuxième raison, c'est que LinkedIn Ads, c'est la plateforme publicitaire B2B la plus puissante du monde. Supposons par exemple que ton persona, c'est le directeur informatique sur une entreprise de plus de 10 000 employés dans le secteur de la tech ou par exemple le secteur pharmaceutique. Tu vas pouvoir faire ce targeting, faire ce ciblage et tu vas pouvoir montrer tes publicités exactement à ces personnes-là. Et tu ne pourras pas faire ça avec Meta Ads ou avec Google Ads, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est hyper puissant. Et troisièmement, B2B, c'est souvent synonyme de boring to boring, qu'on soit en France, qu'on soit aux US, qu'on soit partout. Donc, c'est très gris, c'est très triste, c'est très conservateur. En conséquence, si tu arrives à avoir une approche un peu plus fraîche, avec des publicités qui attirent l'œil, avec un copywriting un peu plus humoristique et du contenu à plus forte valeur ajoutée, c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait au niveau du B2C. Parce que dans le B2C, il faut savoir qu'il n'y a pas de sales. C'est le marketing qui fait tout le boulot. Donc, c'est pour ça qu'ils ont intérêt à avoir un marketing qui fonctionne. Si tu arrives à avoir une approche plus fraîche dans ton B2B sur LinkedIn, tu vas avoir de meilleurs résultats que tes concurrents et du coup, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des performances sur LinkedIn Ads. Donc là, c'était vraiment les 3 raisons. Ouais, et c'est vrai que je te rejoins là-dessus parce que nous on le constate, autant il y a quelques années tu pouvais avoir en reach naturel de la visibilité sur LinkedIn, maintenant il faut vraiment galérer. Même des créateurs de contenu comme toi, comme moi, auparavant tu faisais un bon post et ça y est, tu cartonnais, tu faisais plusieurs dizaines de milliers de vues. Et là maintenant, pour avoir quelques milliers de vues, il faut déjà trouver un truc un peu original, trouver le bon contenu, du format carousel, du format vidéo, etc. Donc c'est vrai que pour moi la publicité, ça devient un petit peu comme dans Facebook Ads, enfin dans Facebook. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pendant très longtemps sur Facebook, tu avais une visibilité naturelle, et puis avec la pléthore de contenu, ça s'est réduit. Et là, je trouve que sur LinkedIn, c'est pareil, le reach des posts diminue, et donc forcément, à un moment, il
il va falloir payer pour avoir de la visibilité. Alors justement, Ouais. qu'est-ce que toi tu recommandes comme type de campagne et quelles sont les campagnes en fait, si tu peux estimer à peu près des coûts Ouais, bien sûr. qui sont associés à ces différents formats. Absolument. Sur LinkedIn, tu as beaucoup de formats de campagne. On va pas tous les lister. On va lister les 80-20 parce que si les gens ils veulent de l'efficacité, donc allons-y. Le format de base, le format fondamental, c'est le format Single Image Ads, donc publicité avec une seule image en bon français. C'est le format de base où là, en fait, tu vas typiquement commencer par ça et tu vas avoir typiquement des coûts par clic qui vont être de 3 euros. C'est une moyenne, évidemment. Ça va dépendre de quelle industrie tu targetes. Ça va dépendre de quelle seniorité tu targetes. Plus tu targetes plus haut au niveau de la seniorité, bah, évidemment, plus tu vas payer cher du clic. Donc ça, c'est vraiment le premier format. Mais il y a un deuxième format qui est extrêmement puissant, car sous-utilisé par les annonceurs sur LinkedIn, mais aussi qui apporte un gros impact émotionnel sur les audiences. C'est le format vidéo. Le format vidéo, ça permet de générer des coûts par consommation de vidéo moins chers que le fait d'attirer les gens sur le site web. Donc, par rapport au premier format, c'était 3 euros pour attirer les gens vers le site web. Sur le format vidéo, pour que les gens regardent 100% de la vidéo, en moyenne, ça va coûter seulement 2,50 euros. C'est-à-dire que quelqu'un qui est captif devant une vidéo, c'est quelqu'un qui va être in fine plus qualifié que quelqu'un qui est venu sur le site, mais après qui a peut-être bouncé, qui est peut-être parti au bout de 10 secondes. Donc c'est pour ça que la vidéo, c'est vraiment puissant et c'est encore sous-coté aujourd'hui sur LinkedIn. C'est pour ça que je pousse mes clients à investir sur le contenu en vidéo. Donc ça, c'est voilà. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi parce que là on voit bien que LinkedIn a annoncé qu'il allait pousser les vidéos avec un format entre guillemets à la TikTok et c'est vrai que le format vidéo pour moi c'est j'ai commencé à y investir un petit peu de l'énergie en ce début d'année et c'est vrai que pour moi la vidéo ça va devenir un vrai must-have sur LinkedIn, le format où il y a le carrousel, il y a le sondage qui fonctionne très bien mais là la vidéo est essentielle et comme tu l'as dit c'est un très bon média aussi de publicitaire. Je suis pas d'accord avec toi, c'est fort aussi bien en organique qu'en publicité. À l'époque, j'avais fait et à l'époque, je dis il y a 1 an ou 2 ans, j'ai fait des vidéos sur LinkedIn, ça marchait pas très bien. Et aujourd'hui, mes vidéos sur LinkedIn, souvent, elles surperforment Ouais. mes autres contenus en carrousel ou en image. Donc je me dis, ok, la LinkedIn, l'algorithme organique de LinkedIn va pousser les gens à faire plus de Bah ouais, vidéos. voilà, c'est ce que j'ai constaté parce que je faisais aussi des vidéos et c'est vrai que bon, voilà, ça marchait, voilà, ça marchait. Et là, je vois que ça pousse un peu plus par les vidéos, surtout les vidéos format TikTok, les vidéos format traditionnel. Alors ça peut peut-être aussi marcher. J'ai pas vu de gros gaps, mais les formats TikTok, ouais. Et j'ai remarqué aussi, tiens, les sondages que j'avais un peu laissé tomber ont repris un petit coup de boost. Et c'est vrai que le carrousel reste toujours un format qui marche extrêmement bien. Ouais, tout à Alors, fait. est-ce qu'il y a d'autres Attends, il y formats, a ouais. encore. Ouais. Oui, pardon. Désolé. Est-ce que tu as d'autres Oui, formats que effectivement. tu recommanderais? Ouais, effectivement, il y a d'autres formats très puissants et extrêmement sous-utilisés par les annonceurs. Donc, il y a le format Thought Leader Ads. Donc, c'est le format un peu star qui a été mis en place, je crois que c'est en juin 2023, donc ça fait un peu moins d'1 an. Mais on n'en voit encore pas beaucoup sur le feed, ou alors c'est souvent extrêmement mal exécuté. Donc, c'est pour ça que là, il faut vraiment en parler. Donc, le format Thought Leader Ads, ça consiste en quoi? En fait, avec ton compte publicitaire Campaign Manager, tu vas identifier une personne sur LinkedIn, soit un employé de ton entreprise, un CEO ou un expert interne, soit un client, soit un influenceur, n'importe qui sur LinkedIn. Tu vas chercher cette personne-là. Ça va te montrer les différents posts que cette personne a fait pendant les 90 derniers jours, post image et post vidéo. Et tu vas pouvoir sponsoriser ce post-là devant ton audience. Évidemment, il faut que la personne accepte. Évidemment, parce que sinon, ça ne le fait pas trop. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que les gens achètent moins des entreprises et achètent plus de la part des personnes. Donc, au lieu d'avoir une publicité où on voit le logo de ta boîte, les gens ils vont avoir une publicité avec la tête de la personne. Et donc, nécessairement, le scroll va s'arrêter plus facilement. Les gens vont engager plus facilement avec ce contenu-là. Et de ce fait, ça permet vraiment d'avoir des contenus plus performants et aussi de mettre en avant les influenceurs que vous voulez montrer. Donc, si vous avez un CEO qui fait des super posts organiques sur LinkedIn, eh ben, moi, ce que je conseille, c'est de prendre par exemple son top 5% ou top 10% de ses posts en matière d'engagement, surtout de l'engagement qui vient de vos cibles, voire même des posts qui ont généré des leads, et se dire, OK, ces posts-là, on va les pousser, on va les booster auprès de nos audiences, que ce soit en froid, c'est-à-dire des gens qui ne nous connaissent pas encore,
ou en retargeting, c'est-à-dire des gens qui ont déjà engagé avec notre marque auparavant, mais on va parler plus tard un peu du retargeting, de comment on fait pour mettre ça en place. Et enfin, il y a un dernier format, c'est un peu un hack que peu de gens connaissent, c'est pour faire de la publicité presque gratuite. Je pense que ça va intéresser tes auditeurs. C'est les text ads. C'est des petites publicités qui sont à droite sur le desktop, tu vois, où tu vois un petit peu une image de l'entreprise, un titre et ensuite un petit peu de texte. Bah là, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ils mettent ces publicités-là avec un objectif de notoriété et ils vont payer par rapport aux impressions. Donc, à chaque fois qu'on monte des impressions, on paye. Parce que les gens, en fait, sur ces pubs-là, ils ne cliquent pas vraiment. Par contre, ils les voient. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je lance une campagne avec un objectif de trafic. J'enchéris sur du trafic. Les gens ne cliquent pas, mais ils voient les pubs. Et donc, du coup, je diffuse mes publicités gratuitement. Avec des CPM vraiment extrêmement faibles. Donc moi, ce que j'adore faire, c'est je prends mon audience de retargeting à 180 jours, c'est-à-dire je prends les personnes qui ont interagi avec les assets de la marque, c'est-à-dire site web, page LinkedIn, publicité image et publicité vidéo, et je leur montre les publicités textuelles en rotation pour, en fait, c'est un peu comme un panneau publicitaire, hein, pour leur rappeler la proposition de valeur, pourquoi il faut travailler avec nous, etc. Faut travailler avec nous, etc. Et ça permet de rester top of mind de manière presque gratuite. Donc, je trouve que c'est vraiment super comme forme. Ah oui, c'est un excellent tip. Merci pour cette belle astuce. Alors après, il y a d'autres infos d'autres formats. Tu parles souvent du contenu qu'on appelle gated avec un formulaire, webinar, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ces petits formats aussi que tu utilises sur LinkedIn en termes de promotion payante? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, si tu veux, donc sur LinkedIn, on peut faire effectivement générer des leads, donc avec du contenu gated. Donc typiquement, je vais avoir des coûts qui sont d'une trentaine d'euros, mais là encore, ça va dépendre. Typiquement pour du webinar, je vais payer un petit peu plus, ce sera plus dans les 50 euros. Pour une invitation à un événement physique, ça va être plus dans les 100 euros. Ouais. Mais après, ce qui va compter le plus, ça va être à quel point l'offre est pertinente par rapport aux gens. Il peut y avoir une énorme variabilité entre un event qui va être sexy aux yeux de la cible versus un event qui n'est pas trop sexy. Donc ça, c'est important de prendre ça en considération. Et ensuite, par rapport aux demandes de démo, ça c'est un truc qui va quand même intéresser les gens, je pense. Donc, par rapport au budget total sur LinkedIn, donc en moyenne, je vais avoir des demandes de démo qui vont être à 300 euros. Mais attention, c'est blended, c'est-à-dire qu'il y aura des demandes de démo directement depuis des pubs, des gens qui cliquent sur une pub, boum, qui demandent une démo, mais aussi des gens qui vont sur le site web plus tard et qui demandent une démo. Et après, on peut réussir à attribuer sur LinkedIn. Sachant que là encore, il y a une grande variabilité qui va dépendre de plein de variables, product market fit, le site web, les contenus, etc. Enfin, voilà. D'accord. Ah bah justement là tu nous as fait un peu rêver avec toutes ces formats et toutes ces coûts à l'action, formulaire, aux leads, etc. Est-ce que tu aurais un exemple justement à partager? Parce que c'est vrai que là tu nous dis voilà ça peut coûter tant. Est-ce que tu as un exemple d'entreprise que tu aurais accompagné et qui justement a mis en place ce genre de stratégie? Bien sûr, je peux partager un exemple qui vous permettra de voir ce qu'il est possible de mettre en place, sachant que évidemment il n'y a pas une recette miracle qui fonctionne dans tous les cas pour tous les business. Donc, je ne vais pas vous vendre la recette magique, évidemment, ce serait vraiment un grand mensonge. Donc voilà, c'est un exemple. Ouais. Alors, donc c'est un exemple d'une entreprise B2B SaaS qui m'a demandé de lancer LinkedIn Ads pour générer des démos avec un budget de 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois, moi, si on me demande de travailler pour moins, j'ai tendance à pas forcément prendre le projet. Ah oui, parce qu'en fait, à moins de 3 000 déjà, pour toi, parce que tu as du temps de prestation, et à moins de 3 000, tu peux pas non plus faire des dizaines de choses, donc c'est limité. Oui. Quoi. C'est ça. Tu vas pas pouvoir avoir suffisamment de data, et du coup, tu vas pas faire grand-chose, et tu vas apprendre de manière très longue. Ça va mettre très longtemps à apprendre, donc du coup, ça va être très frustrant. Donc, par rapport à ce client-là, ils avaient déjà des visiteurs qui venaient visiter le site. Donc, ils avaient 3 000 visiteurs par mois à travers les canaux organiques, et aussi ils avaient une capacité à produire des vidéos. Typiquement, un client qui vient me voir, qui me dit bonjour, j'ai un budget LinkedIn Ads, mais j'ai 0 trafic sur mon site, je lui dis ouais, reviens plus tard en fait. Tu vois, parce que en fait, c'est pas LinkedIn Ads, souvent c'est quelque chose qui va venir en bout de chaîne. Avant ça, il faut avoir des fondamentaux qui sont en place. Un site qui va parler, qui va convertir, des contenus qui sont solides et un trafic existant.
Et limite, ça va se rajouter de manière très puissante, en surcouche, à mon avis. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place pour eux? Donc, au niveau de la campagne froide, donc campagne froide, c'est quoi? On target des gens qui ne nous connaissent pas encore. Là, j'ai repris leur liste de comptes ciblés dans HubSpot que j'ai synchronisé avec LinkedIn. Donc, OK, ils visaient par exemple 2500 entreprises, je crois que c'était ça. Donc, on a mis ça dans LinkedIn pour dire on veut montrer nos pubs seulement à ces entreprises-là et pas aux autres. Parce qu'effectivement, tu peux faire un ciblage par rapport sur tes clients, ça sert à rien. Si tes clients, voilà, c'est avec nous aussi quand on fait du ciblage avec Sales Navigator et les autres outils, on ne va pas s'embêter avec nos clients ou des gens qu'on a déjà prospectés qui sont c'est mort. Quoi. Ah oui, c'est ça. Et aussi, les filtres natifs de ciblage de LinkedIn ne sont pas forcément parfaits. Tu vas dire par exemple, OK, je vais cibler les entreprises manufacturières, etc. Mais les entreprises, elles ne sont pas forcément matchées de la bonne manière parce que les entreprises, si tu veux, l'administrateur de la page entreprise que tu cibles, il va peut-être mettre une catégorie qui n'est pas celle que tu as mise dans ton ciblage. Et là, du coup, tu vois, ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, j'aime bien quand même vraiment mettre la liste et évidemment, exclusion des concurrents, exclusion des partenaires, exclusion des employés, histoire de ne pas gaspiller des impressions. Donc ça, c'est vraiment le ciblage par rapport au compte. Et évidemment, on met une surcouche par rapport au persona. Et là, en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est un ciblage par fonction. Parce qu'il y a plusieurs façons de cibler les personas. Il y en a exactement 3, en tout cas 3 que j'utilise régulièrement. La première, c'est par intitulé de poste. Par exemple, marketing manager, chief marketing officer, etc. Donc ça, je trouve que c'est super puissant parce que nous, dans le B2B, chez nous, chez Locan, on cible les responsables relation client, responsables expérience client. Et finalement, avec cet aspect secteur plus entreprise plus profession, tu cibles bien parce qu'autrement, c'est vrai que tu peux faire un peu du tout venant et ça vient un peu du globi-boulga. C'est un petit peu ça. La faiblesse de ce ciblage-là, c'est que beaucoup de gens, ils vont avoir un intitulé de poste qui va être un peu fantaisiste. Oui. Et LinkedIn n'arrivera pas à matcher. Il n'arrivera pas. Donc, on va essayer de les cibler, mais on n'arrivera pas à les cibler. Même si on tape, je crois que c'est 100 la limite, 100 intitulés de poste différents, on ne va pas réussir à les cibler. Donc, c'est OK, c'est très précis, mais pour l'aspect scale, ça peut manquer un petit peu. Et c'est pour ça que souvent, je fais la seconde option qui est, je démarre avec le ciblage par fonction. Je rajoute éventuellement une seniorité dessus, c'est-à-dire je vais avoir des gens qui ont un niveau de seniorité suffisant, par exemple manager plus, etc. Mais après derrière, attention, je lance mes campagnes, mais je vais aller voir qui a vraiment vu les pubs et cliqué dessus. C'est un peu comme dans Google Ads. Tu lances tes campagnes entre guillemets en large, mais après tu fais super gaffe. Tous les jours, tu vas voir le rapport sur les mots-clés, sur les termes de recherche, et tu vas virer les termes de recherche qui sont pas bons. Là, c'est pareil. Tu lances ta campagne et puis après tu regardes un petit peu sur le rapport démographique tous les jours. Ok, attends, il y a ce poste-là, il a cliqué sur les pubs, ça j'en veux pas. Et du coup, je l'enlève. Donc ça fait un raffinage pour ça aussi. Donc ça, c'est le deuxième type de ciblage. Et le troisième type de ciblage des personas que parfois j'utilise, c'est par compétences. Donc si les gens ils ont des compétences extrêmement ciblées, extrêmement niches, par exemple un logiciel obscur que personne ne connaît, sauf les gens qui font ça, là ça peut être intelligent de faire ça. Par contre, évidemment, si tu mets Microsoft Office, sur ton ciblage, ça ne sera pas très pertinent. Donc là, ça c'était vraiment la parenthèse sur le ciblage. Après, derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que mon client avait des capacités de production vidéo, j'ai dit, OK, en ce cas-là, on va faire de la vidéo directe. Donc, je vais montrer des vidéos publicitaires d'une durée de 45 secondes, parce que typiquement, on ne veut pas faire des vidéos trop longues. Moi, je fais très rarement des vidéos de plus d'1 minute. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Présentation produit en mode motion design, dans lequel on a testé plusieurs approches différentes. Les accroches, c'est quoi? C'est ce qu'on dit pendant les 3 premières secondes. C'est ça qui va permettre d'accrocher les gens. Et derrière, j'emmenais les gens vers la page solution. Après, derrière, j'ai mis en place des campagnes de retargeting parce que la conversion en B2B, c'est pas le premier clic. Typiquement, d'après la dernière étude de Hockeystack 2024, What does it take to close the deal? Ils ont montré que sur les entreprises B2B SaaS à haute valeur ajoutée, il y avait 222 points de contact entre la première impression et la clôture du deal. T'imagines? Ah oui, mais ça ne m'étonne pas parce que nous, nos délais de clôture, c'est entre 1 an et 2 ans. Entre le moment où la personne, on l'a eu pour la première fois, où elle nous a assisté à un premier webinaire et au moment où on close.
Et donc, c'est vrai que des fois, il y a les gens, je vois dans l'historique des campagnes, ils ont fait 5, 10 webinaires, on les a vus sur les salons, ils ont téléchargé des livres blancs, et puis, à un moment donné, ça se débloque, et là, c'est bon, allez, ça y est, on veut enfin une démo. Ouais, c'est ça. Et là, en plus, que tu mets là, tu mets même pas les points de Dark Social. Ah oui, C'est-à-dire les pas écoutes la de podcast, les vues de YouTube, le post dirigeant, voilà, c'est ça. Donc c'est énorme. Ouais. Donc voilà. Grosse erreur, c'est croire qu'il faut juste lancer des campagnes froides et boum, ça va matcher, ça va fonctionner. Non, dans 97% des cas, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que le retargeting, c'est hyper important. Et pourquoi le retargeting sur LinkedIn est hyper puissant? C'est que fondamentalement, à la base, vous avez souvent du trafic sur votre site web qui vient de Google Ads, de SEO, etc., de plein de choses différentes. Mais vous pouvez requalifier ce trafic-là à travers les filtres de LinkedIn pour remontrer vos publicités seulement à ces bonnes personnes-là. Et du coup, moi, par exemple, l'audience du retargeting sur 90 jours, donc je mets le trafic sur le site web sur les 90 derniers jours, le trafic sur la page d'entreprise aussi, les gens qui ont cliqué sur une pub image et les gens qui ont vu plus de 50% d'une pub vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui sont un petit peu intéressés par les contenus. J'exclus tout ce qui est concurrent, etc. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une seniorité manager plus. Je voulais pas que les gens trop juniors voient les publicités. Voilà. Mais après, on peut faire ce qu'on veut, évidemment. Si on restreint trop, évidemment, l'audience, elle fera 3 personnes et ça va pas le faire. Et si on restreint pas assez, on aura un truc trop large. Il faut trouver en fait le sweet spot en fait entre ces deux choses. Et à ces gens-là, je leur ai montré plusieurs séries de campagnes. Donc j'ai montré des campagnes qui étaient par rapport aux produits, mais aussi par rapport à la social proof. Donc il y avait un présentateur qui montrait comment le produit fonctionnait, mais vraiment pas juste le produit fait ça, mais plutôt vous avez telle problématique, vous devez faire ça dans votre boulot, notre produit, hop, il permet de répondre directement à ces problématiques-là. Et j'ai montré des publicités plus en mode témoignage client sur iPhone. Donc là, c'est des trucs, on appelle ça UGC, User Generated Content, aussi du contenu très natif, du contenu qui fait très naturel, que les gens ils aiment bien regarder avec des clients qui expliquent pourquoi ça a apporté de la valeur, les différentes solutions de mon client. Et après, derrière, au-delà de ça, donc j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai mis des campagnes text ads et spotlight ads. Donc, c'est des campagnes très peu chères pour enfoncer le clou sur les messages par rapport au produit où je parle du problème, je parle des bénéfices, je parle de la différenciation du produit. Voilà, l'intégration du produit avec d'autres produits qu'ils ont déjà éventuellement. Donc, pour rester un peu top of mind. Et après ça, j'ai mis en place une troisième couche. Donc, c'est des campagnes de retargeting sur 30 jours. Donc, c'est pareil, c'est les mêmes audiences, sauf que c'est pas 90 jours. C'est les gens qui ont engagé sur les 30 derniers jours. Et là, de manière relativement simple, des campagnes images où je propose une démo. Donc, des visuels où je montre le produit et ses bénéfices. Là, j'ai testé 2 dispositifs différents. Donc, il y a landing page ou lead gen form. Landing page, c'est qu'en fait, les gens ils cliquent sur la publicité, ils arrivent sur le site web. Et page démo, etc. Ou lead gen form, les gens ils cliquent, boum, ça ouvre un formulaire et ils regardent. Et en fait, ce qu'il faut, c'est tester les deux, à mon avis. Parce que typiquement, lead gen form, ça va faire plus de leads, mais peut-être un petit peu moins quali. Landing page, ça fera moins de leads, mais typiquement un peu plus quali. Donc, il faut faire les deux. Et puis après, derrière, on fait son arbitrage et on décide comment on coupe ou pas. Et puis après, au résultat que j'ai eu avec ce client-là, on a fait 16 demandes de démo par mois, ce qui a fait un coût par demande de démo de 188 € par rapport au global, ce qui était plutôt un bon résultat. Ah je trouve que c'est un bon résultat. En B2B, quand tu vois le panier moyen, le coût quand on organise un salon ou un truc comme ça, des fois on est à 300, 400 € le lead, quoi. Alors après, bien sûr, il y a des actions qui coûtent beaucoup moins cher quand tu fais un livre blanc que tu diffuses sur ta base, ça te coûte rien, entre guillemets, mais moi je vois aussi les performances des livres blancs sont extrêmement faibles. C'est vraiment de la notoriété, c'est en amont de l'acte d'achat, ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment... je suis d'accord avec les livres blancs. Et par rapport aux livres blancs, bon, je ne dirais pas que les livres blancs sont morts, mais c'est presque mort aux US. Et je pense qu'en France, les jours sont comptés. C'est-à-dire qu'en fait, on a je trouve en tout cas qu'il y a une forme de saturation des audiences par rapport à ce type de contenu. Il y a encore des audiences qui résistent un petit peu, mais d'autres audiences qui vraiment... oui, parce que le problème, c'est qu'il y a eu tellement de livres blancs de faible qualité qu'au bout d'un moment, en fait, les gens vont se dire « Oh, j'ai déjà vu, ça va être un truc de 3-4 pages et il n'y a rien d'intéressant dedans. » Oui, voilà, c'est ça. Donc pour moi, il y a encore de la place pour ça, mais moi, ce que je dirais, sur une audience en retargeting, ou alors sur le site web,
Voilà, mais le faire de manière entre guillemets en front, je peux encore le faire. Des clients me demandent de le faire, ils veulent que je le fasse, je le fais pour eux, mais je leur dis, moi je préfère plutôt qu'ils ouvrent. Ils ouvrent les contenus maximum. Ouais, ouais. Puis les cas clients, je trouve que les cas clients, les témoignages Ouais. sectoriels sont pas mal. Parce que là, en C'est ça. fait, ça intéresse les gens de voir ce qui se passe dans le même secteur d'activité ou un expert ou un Ouais. truc comme ça. Alors justement, là on parle un petit peu des erreurs. Tu parlais de trop penser au livre blanc et pas au nouveau contenu. Quels seraient pour toi les 7 conseils ou astuces ou à l'inverse, justement, les erreurs trop courantes? Quels seraient les tes tips and tricks? Ouais. Alors la première, c'est quelque chose que je vois tellement souvent, parce que je vois beaucoup de comptes LinkedIn Ads. Et je vois des D'accord. comptes LinkedIn Ads où c'est 60% livre blanc, compte formulaire, 40% de demande de démo. Et Mhm. là, je me dis, ouais, compliqué quoi. Parce que là, on n'est pas dans l'apport de valeur, on est dans la capture de valeur et on fait que ça. Et les gens, on les tabasse en fait toujours avec le même livre blanc et toujours avec les demandes de démo. Alors que les gens, ils savent pas ce que ton produit fait. Ouais. Ils n'ont pas vu son contenu, parce ils font pas confiance. Ils n'ont pas vu tes témoignages clients. Donc et on leur demande d'agir, agir tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est comme si on faisait de la prospection commerciale en mode un peu brutal, quoi, tout le temps, acheter, 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 acheter. Donc ça, c'est vraiment une erreur que je vois beaucoup de gens faire. Les gens étaient trop biberonnés avec cette notion de, ouais, il faut avoir de la perte tout de suite. Ça, c'est Ouais. vraiment un problème que je vois. Donc c'est pour ça que moi, je dis, on peut faire ça, mais fondamentalement, avant, derrière, il faut apporter beaucoup de valeur aux gens. Et quand je parle de valeur, c'est un peu abstrait comme terme, c'est faire des insight client. C'est vraiment être très curieux par rapport à ses clients, par rapport au comportement, par rapport à la pain point, les interviewer, leur parler, parler au CSM, parler au sales, savoir, ok, c'est quoi qui les empêche de dormir de la nuit, et faire des contenus qui vont répondre directement à ça. Et c'est ça qui va faire que les gens, ils vont dire, ah, Ouais. effectivement, cette boîte-là, ouais. C'est comme un webinaire. Un webinaire, tu vois, moi, chaque fois, je dis, mais quels sont les sujets qui vont intéresser les gens? Ouais. Parce que là, on fait de temps en temps des webinaires sur comment mettre en place une solution de sorte de contact. Mais c'est vrai qu'on aura peu de gens. C'est pas, enfin, ça va être plus ciblé aussi. Mais à un moment donné, quand tu as besoin d'élargir un peu, là, par exemple, on va faire un webinaire sur le duo agent-superviseur. Et c'est vrai que c'est un sujet, le recrutement, le fait de bien gérer les équipes. On fera un truc sur la proactivité. Alors, bien entendu, tu vas, enfin, là, c'est là, c'est pas tout à fait lié au Liquid Ads, mais c'est se dire, mais qu'est-ce qui va intéresser les gens d'abord? Ouais. C'est vrai, c'est une très bonne suggestion. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les contenus qu'on fait, que les gens vont consommer, entre guillemets, c'est gratuit. Mais non, c'est pas gratuit. Les gens, ils ont pas le temps. Donc, si on leur fait consommer un truc qui est pas bon au niveau des qualités, les gens, ils vont dire, non, mais c'est quoi cette marque? Je veux plus en entendre parler, quoi. Donc, Exactement. c'est pour C'est ça. comme le contenu SEO de mauvaise qualité. On peut générer des trucs avec Voilà. l'IA ou du offshore, mais malheureusement, après, ça donne une image dégradée. Alors, c'est quoi ton deuxième conseil ou astuce Ouais. ou erreur à éviter? Le deuxième, bon, c'est par rapport au ciblage. Souvent, les gens, ils ciblent de manière mais complètement indiscriminée. Donc, faire attention par rapport au ciblage. LinkedIn, il va dire, si votre audience, je crois que c'est 50 000, si votre audience est trop petite pour eux, ils vont dire, Ouais. ah non, mais attendez, faut augmenter votre audience, faut avoir entre 50 000 et, je sais pas, 300 000 personnes dans votre ciblage. Bah non. Si dans votre marché total adressable, vous avez 15 000 personnes et pas plus, bah, Ouais. vous n'allez pas rajouter tout le monde juste pour faire plaisir à l'algorithme, entre guillemets. Ce qui donnera peut-être des coûts par clic peut-être un peu inférieurs pour avoir derrière le trafic qui ne rime à rien. Donc c'est pour ça que, ouais, là je vais un peu enfoncer le clou. Revenez dans votre HubSpot, dans vos Salesforce, regardez vos différentes listes d'entreprises et allez faire vos targeting par rapport à ça. Je vous ai aussi un autre conseil, c'est utiliser aussi Sales Navigator comme outil Ouais. pour voir vraiment ce qui se cache derrière le ciblage. Je vais donner un exemple tout bête. Supposons que dans HubSpot, vous avez 10 clients, vous prenez un client, vous prenez le groupe d'achat associé à ce client-là, et vous allez voir que vous voulez voir Maurice, Pierre Maurice par exemple. Voilà, on va chercher sur Sales Navigator. Et là, on va se dire comment je retargeter ce Pierre Maurice-là avec le campaign manager de LinkedIn. Mm. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va explorer le profil de cette personne-là sur Sales Navigator, ce qui va nous donner son intitulé de poste. Par exemple, on va mettre comme filtre au niveau prospect, on va mettre l'entreprise de Pierre Ouais. Maurice et on va taper son intitulé de poste selon ce qu'on pense et Ouais. on va voir s'il C'est pareil. sort ou pas. S'il sort pas, ça veut dire que l'intitulé de poste, c'est pas le bon. Et du coup, ça permet de faire un matching un petit peu manuel parce que quand on est campagne manager, on fait nos ciblages comme ça et tout,
mais on ne sait pas derrière les gens qui apparaissent derrière, s'ils sont pertinents ou non. Ah bah oui, Je pense que c'est important. rien que les intitulés de poste en français et en anglais, moi à chaque fois je traduis, j'essaie d'utiliser j'utilisais deux termes parce que autrement on n'y arrive pas parce que des fois les gens disent Customer Success Manager ou Customer Experience ou alors responsable expérience client et donc il faut faire les deux. Non, c'est Tout à bon. fait. Alors Et il y après, a aussi un autre truc. Ouais, vas-y, Ouais. je t'en prie. Vas-y. Il y a aussi un autre truc des fois, ça c'est remarqué il n'y a pas très longtemps. Je suis allé voir un type, là pareil, un type comme ça, je crois que c'était une sorte d'ingénieur informatique très senior, le type 10 ans d'expérience. Mhm. Et quand je cherche la personne, donc je tape son nom dans le LinkedIn Sales Lab, j'appuie sur Entrée, et en dessous à gauche, dans les filtres de seniorité, je vois Junior, premier emploi. Mhm. Et là je dis, ah ouais, il y a un bug. Donc, au niveau de la seniorité, je trouve que LinkedIn, pareil, il doit faire des inférences basées Ouais. sur le scan du profil. Mais je crois que intitulé de poste, c'est plutôt précis quand même. Ouais. Ça va, ils arrivent bien à matcher. Mais seniorité, Ouais, même voilà. niveau hiérarchique, des fois, je trouve que c'est pas toujours adapté. Il y a des C'est ça. petits- C'est pour ça que maintenant, je mets moins le filtre de seniorité. Parce que je me dis, ok, de toute façon, voilà, vu que c'est pas un filtre qui est très précis, on va l'enlever. Donc là, ça c'était vraiment par rapport au ciblage. Troisième point, c'est par rapport à la créa. Ouais, bon, on parlait tout à l'heure du boring to boring. En fait, l'idée, c'est de faire preuve d'empathie. Ouais. Les gens, quand ils vont sur LinkedIn, leur objectif n'est pas « Ah tiens, je vais découvrir les pubs de Money. » Ça va être super. Au contraire, les gens, ils veulent pas avoir mes pubs, surtout pas. Donc, si on n'arrive pas à faire des créas qui vont vraiment sauter à l'œil des gens, qui vont un peu attraper leur attention, ça ne fonctionnera pas. Donc, effectivement, il y a quand même des best practices à faire au niveau des créas. Donc, faire preuve d'empathie, cliché, connaître son client. Si tu connais pas les pain points de ton client, ça va être compliqué de faire une créa qui correspond. Évidemment. Ouais, qui va le faire réagir. Il va se dire, C'est ça. Ça, c'est exactement le problème. Ouais, il va dire, ah ouais, mais ça, c'est ça mon problème. Ce matin, j'ai vu une pub de Cognizum, c'était personne ne répond à vos emails. Voici pourquoi le cold calling, c'est intéressant. Voilà, le commercial qui a le pain point. Ouais, il voit ce problème, il dit, mais c'est moi ça. Ouais, c'est quoi ça? Ah, calling, ok, bah, je vais aller voir. Donc, du coup, c'est ça. Donc, en gros, au niveau du texte et au niveau de l'image, il faut vraiment appeler les gens avec les problèmes qu'ils ont, avec vraiment les aspirations profondes qu'ils ont. On peut parler de ces personnes-là, c'est-à-dire par exemple, on vise les customer success, et ben on peut tester d'écrire ça dans le texte publicitaire ou alors dans l'incrustation textuelle, en fait, dans le titre, dans l'image. Et on peut aussi, dans l'image aussi, montrer une personne qui ressemble à une personne, moi, son environnement. Et du coup, l'idée, c'est vraiment rentrer un peu dans le monde de cette personne. Et après, derrière, par rapport aux conseils que j'ai, bah, c'est ça, c'est rendre le texte extrêmement facile à lire. Donc, éviter les gros paquets de texte monstrueux. Surtout qu'attention, 80% de trafic est sur mobile. Donc, il faut faire gaffe. Il faut aller voir la preview, plutôt la prévisualisation du texte sur mobile pour s'assurer que ça intéresse, enfin, que c'est chouette à lire, que c'est bien. Voilà, qu'on n'a pas plus de 3 lignes, qu'on n'a pas des paragraphes de plus de 3 lignes, sinon après c'est pas possible à lire. Les gens, déjà que c'est une pub, alors si en plus elle est pas facile à lire, les gens ils vont encore moins lire. Enlever les hashtags, pas trop d'emojis, maximum 2 ou 3 emojis. La première phrase est la plus importante, évidemment. Typiquement, les formats courts fonctionnent mieux que les formats longs. Donc format court, je dis texte de 150 caractères plutôt que 600. Mais après on peut tester. Moi je teste, des fois j'arrive à avoir des formats longs qui fonctionnent bien. Donc voilà, c'était un peu les best practices par rapport à la créa. Après, je pourrais parler par des heures, mais je pense que là, Mais déjà, là, tu as donné plein d'astuces. Et justement, tu parlais tout à l'heure de landing page, de formulaire. La landing page reste toujours un bon moment, enfin un moment de conversion qui est assez important parce que la personne va arriver sur la page. Il faut se dire, est-ce que je vais la convaincre de me laisser ses coordonnées ou que j'ai bien résolu son problème. Ça, c'est un truc, je pense, qui est aussi important. Pour moi, il y a deux formes de landing page. Donc, il y a la landing page, entre guillemets, action directe, réponse directe. Par exemple, je sais pas, on invite la personne à un webinar, par exemple. Bah là, je pense qu'une page segmentée, c'est bien. Là, elle arrive. OK, webinar, call to action, webinar, OK, pas de menu, etc. C'est OK dans 10 ou 30% des cas. D'accord. En revanche, quand on fait un touchpoint, quand on rentre dans cette image des 222 points de contact nécessaires, on rentre dans le fait qu'il faut faire rentrer les gens dans la sphère d'influence.
Quand on veut, par exemple, faire une publicité produit, on fait faire découvrir le produit à la personne pour la première fois, on fait revenir la personne sur le site. J'aime plus renvoyer les gens directement vers le site avec toute la navigation. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, ils vont pouvoir après naviguer, ils vont pouvoir aller voir ailleurs, ils vont pouvoir voir si la boîte est vraiment digne de confiance. Parce que je sais que je ne veux pas forcément convertir aujourd'hui, je la convertir plus tard, parce que je vais la retargeter derrière, etc. par rapport. D'accord. Ouais, donc tu dis, ok, c'est bon, je lui donne la visibilité de ce que l'on fait nous, et après, je lui retargeterai avec des choses un peu plus pointues. C'est ça. Plus le produit est cher et anxiogène, parce qu'il y a des responsabilités associées au fait d'acheter ce produit-là, plus je pense que c'est important de montrer patte blanche, de montrer une vraie crédibilité à travers les contenus. Et puis après, par rapport à la landing page en elle-même, sur l'aspect technique, donc quasiment tout le trafic, 80-90% du trafic, il est mobile. Donc absolument, faut que ça tabasse. C'est-à-dire qu'en moins de 3 secondes, il faut que ça s'affiche sur mobile, sinon ça sert à rien. Voilà. Et sinon, les règles de base par rapport au copywriting et par rapport au message sur le landing page, ça s'applique toujours. Optimiser la ligne, la zone au-dessus de la ligne de flottaison, mettre des messages qui soient liés à la voix du client, etc. Donc ça, c'est un peu les best practices de copywriting habituels, où on apporte un maximum de valeur. Et on a évidemment, au-delà du copywriting, un message qui est différencié. Si fondamentalement, il y a un positionnement qui est un peu flou, un produit qui ne répond pas vraiment à un vrai pain point, et là, on peut mettre tout le copywriting qu'on veut, ça ne convertira pas. Voilà, messaging, c'est hyper important. C'est essentiel. Et après, donc, une fois qu'on a fait ça, il y a les fameuses enchères. Tu nous as donné tout à l'heure des idées de prix. Alors, dis-nous un petit peu quelles sont tes bonnes pratiques là, sur le sujet. Les enchères, ça, c'est un gros piège. Parce qu'en fait, les gens, ils arrivent sur LinkedIn, boum, ils créent leur campagne, ils font leur paramétrage, ils lancent la campagne sans trop regarder, et ils voient des coûts par clic monstrueux. Oh là là, j'ai payé 9 € du clic. Et comment ça se fait ? C'est trop cher, c'est pas possible. Effectivement, oui, souvent, 9 € du clic, ça sera typiquement un petit peu cher. Qu'est-ce qui se passe ? LinkedIn, par défaut, au niveau du paramétrage des enchères, il met une enchère par défaut qui est la maximum delivery, c'est-à-dire les enchères automatiques. Donc LinkedIn, son objectif, c'est que tu dépenses ton budget le plus vite possible. Tu as mis un budget de 100 €, il va être une enchère automatique très élevée pour que tu claques ton budget en 2 heures. Et comme ça, ils sont sûrs que tu dépenses ton budget, tu vois. Donc ça, c'est côté LinkedIn. Donc si on veut enrichir LinkedIn, on fait ça. Mais nous, notre but, c'est pas forcément ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le petit hack, c'est quand on arrive dans le paramétrage des enchères, on clique sur le bouton voir des options supplémentaires, ce qui va montrer une option qui est cachée, qui est les enchères manuelles. Voilà. Et on clique sur enchères manuelles. Et là, quand on clique sur enchères manuelles, ils vont dire, en dessous, il y a un petit texte, des annonceurs similaires, des annonceurs similaires mettent 5 €, par exemple, j'ai un exemple, 5 € en moyenne, et ils mettent et en fait, ça va entre 3 € et 20 €. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre les 3 €, donc c'est prendre la valeur minimale qu'ils proposent et multiplier par 0,8. Donc 80% de 3 €, je sais pas, ça fera 2,70 €, 2,50 €. Et en fait, on part de cette enchère-là. Et ce qui se passe, dans 95% des cas, c'est qu'on dépense notre budget. Et donc, en fait, on se dit, ah ben mince alors. En fait, avec juste cette enchère-là, ça suffit de payer cette enchère-là pour délivrer mes ads. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, j'ai mis un budget de 100 € au jour, et à la fin de la journée, j'ai dépensé 100 €. C'est nickel. Et après, évidemment, ça n'arrive pas toujours. Il y a des cas dans lesquels. Si le budget n'est pas dépensé à ce moment-là, tu augmentes un tout petit peu. Voilà, exactement. C'est exactement ça. L'idée, c'est le lendemain, tu regardes, ok, bon, est-ce que hier j'ai dépensé tout mon budget, ou est-ce que j'ai dépensé trop, ou est-ce que j'ai dépensé pas assez ? Ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn, il va dépenser jusqu'à 150% de ton budget quotidien. C'est-à-dire que si tu mets 100, il peut aller jusqu'à 150. Par contre, sur une semaine calendaire, tu dépenseras pas plus de 700 € quand même. Parce qu'il va comme un petit peu arbitrer. Il va lisser. Voilà, il va lisser. Mais par contre, si LinkedIn dépense entre 100 et 150% de ton budget, ça veut dire que tu as été trop agressif sur ton enchère, donc il faut la baisser un petit peu. Moi, je fais un -5 à -20% sur mon enchère. À l'opposé, si tu as mis un budget de 100 € et que le lendemain, tu vois que tu as dépensé 5 €,
Ça veut dire que ton enchère n'était pas assez forte. Donc là, il va falloir vraiment l'augmenter de manière agressive. Moi, mon sweet spot, pour moi, c'est entre 90 et 84% de ton budget dépensé par jour. Ça veut dire que là, vraiment, tu arrivé à vraiment à faire la bonne enchère qui fait que tu dépenses Ouais, c'est-à-dire que juste tu ce qu'il payes faut pour ni toi. trop cher, ni pas trop, et tu arrives Ouais, vraiment c'est ça. à faire le maximum. D'accord. Non, Voilà, mais ça, c'est faut un très jouer bon avec tip, ça. ça. Alors, Ouais. après, tu parlais des audiences tout à l'heure, c'est quelque chose aussi sur lequel on peut agir. Ouais, complètement. Il y a aussi deux petits pièges par rapport aux audiences. Il y a un piège, c'est une option cochée par défaut, c'est Audience Expansion. Mhm. Essentiellement, tu passes 3 heures à faire ton petit gars sur LinkedIn, et après tu dis à LinkedIn, ouais, mais en fait, tu peux te faire plaisir et tu peux aller chercher des gens qui ressemblent un petit peu. Et donc, moi, j'ai tendance quand même à enlever ça. Bah ouais, parce Parce que que moi, je veux quand même eux, contrôler. tout l'intérêt, c'est que ça aille le plus large possible. Alors, Ah tandis oui, que toi, tu dis, bah non, mais moi, c'est ma cible, c'est par exemple les directeurs ah oui. commerciaux, c'est pas les managers commerciaux, c'est pas le Ah commercial. oui, bah, attends, c'est ça. Donc moi, Dans ton typiquement, je vais problème. décocher ça. Le deuxième chose que je décoche, typiquement, c'est le LinkedIn Audience Network, ce qui va servir Ah, des il est parfait. publicités en dehors de LinkedIn. On aura des CPC, des coûts par clic extrêmement faibles, mais typiquement du trafic sur le site web qui va pas être extrêmement qualitatif. Donc, j'aurais tendance à retirer le LinkedIn Audience Network dans 99% des cas. D'accord. Ouais, sauf si tu as besoin d'aller à élargir un peu ta cible. Oui, c'est ça, c'est ça. Et si tu veux, je peux donner la septième tips. Ouais, Donc, vas-y. c'est plus par rapport au tracking. Je vois quand même beaucoup de gens qui installent pas le tracking ad ou qui l'installent pas très bien. Donc, il faut l'installer via Google Tag Manager, Ouais, clairement. Il faut installer le pixel LinkedIn Ads sur toutes toutes les les pages de pages. votre site web, évidemment. Voilà, avoir des pages merci plutôt, voilà, avoir des pages merci plutôt que des pop-up, parce que le tracking des pop-up, ça se passe pas très bien. Donc, le tracking des pages merci, ça se passe plutôt beaucoup mieux. Et par rapport aux audiences, c'est extrêmement important. Dès qu'on lance son site web, même si on ne fait pas d'ads LinkedIn, de mettre en place le pixel LinkedIn et de créer l'audience des visiteurs du site web. Ouais, Cette bah oui, parce audience-là, que c'est un source. si tu as des délais, comme on disait, d'un an, 2 mois, 3 ans, et ben en fait, la personne qui est restée il y a un an, et ben il faut que tu continues à l'avoir dans ta liste, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu mets ton pixel aujourd'hui, tout le trafic que tu as eu les 6 derniers mois, tu ne peux pas récupérer parce que c'est trop tard. Ton saut, tu l'as mis trop tard en fait. Exactement. Tu peux mettre le saut day one et tu crées tes audiences de retargeting, tu vois, donc 30 jours, 90 jours, 180 jours. Comme ça, tu remplis tes audiences tranquillement et le jour où tu lanceras tes campagnes LinkedIn, bah là, c'est vraiment, tu auras ton audience prête à envoyer. Ah, ça, c'est vrai que c'est un fondamental, mais qui est trop souvent oublié. Alors justement, quelles sont pour toi un petit peu ta vision vers où va LinkedIn, vers où va le LinkedIn Ads ou LinkedIn tout court? Qu'est-ce que tu vois? On en a discuté un petit peu tout à l'heure sur Ouais. la saturation de contenu, mais dis-moi un petit peu, toi qui es expert, qui passe tes journées sur LinkedIn à essayer d'optimiser soit des campagnes ou de la visibilité. Bon, évidemment, je ne suis pas prophète, donc je vais dire ce que je ressens. Bah, déjà, clairement, il va y avoir une augmentation de la concurrence sur le fil d'actualité, même publicitaire, mais ça c'est clair. Donc on a des coûts par clic qui vont augmenter. Donc voilà, si on veut se lancer, il vaut mieux se lancer aujourd'hui plutôt que dans 10 ans, clairement. On n'aura jamais des coûts par clic plus faibles, ça c'est sûr. Ça c'est la première chose. Deuxième chose que je ressens, c'est qu'on aura plus de contenu vidéo parce Oui. qu'effectivement, LinkedIn il pousse la vidéo. Si tu es sur ton LinkedIn, tu sais, sur une application mobile, que tu cliques sur une vidéo en plein écran, bah après, d'ailleurs, tu vas pouvoir scroller comme sur TikTok et Ouais. voir plein d'autres vidéos. Donc, clairement, ils vont pousser vraiment la vidéo. Donc, ça, c'est clair. On va Bah avoir oui, parce plus. que Instagram fait pareil, tout le monde fait pareil. On voit bien que la vidéo sur le smartphone, en fait, c'est super addictif et surtout en plus le format très court, comme tu disais, 45 secondes, 30 secondes, même, là, même des vidéos de 15 secondes sur TikTok. Alors, c'est vrai que sur LinkedIn, il faut vraiment être, je pense, bon pour faire du 15 secondes, mais c'est vrai que oui, tu as raison, c'est vraiment, c'est vraiment une tendance et je pense que ces formats addictifs vont vraiment cartonner dans les années à Ouais. venir, quoi. Même Non, mais avant. je pense que oui. Deuxième format qui va cartonner, c'est le format Thought Leader Ads. Donc, avec des bons posts Oui. sponsorisés. Donc là, on en a de plus en plus. Surtout, les gens, ils vont se dire, ah, mais du coup, j'ai plus beaucoup de reach. Donc, bah, je vais utiliser les Thought Leader Ads pour, entre guillemets, Ouais. booster mes posts, comme on a vu avec Facebook, hein, évidemment. Il y a ça. Et enfin, derrière, contenu UGC, User Generated Content, donc du contenu un peu iPhone, du contenu avec des clients qui postent et tout. Et enfin voilà, on va pouvoir sponsoriser ces contenus-là directement. Et je le fais déjà Mhm. pour certains comptes clients. Donc clairement, ça va exploser.
Moi, ce que je vois aussi par rapport aux publicités, c'est plus d'automatisation, parce qu'aujourd'hui, on a une plateforme publicitaire LinkedIn qui est quand même extrêmement, entre guillemets, peu mature par rapport à Meta, Google, qui sont des vraies machines de guerre. Voilà. Là, donc aujourd'hui sur LinkedIn, on est quand même sur un contrôle granulaire, manuel, où voilà, on tient l'algorithme et on le tient bien. Alors sur Google et Meta, quand même, on a tendance à le lâcher un petit peu. Sur Meta, tu arrives, tu lances en broad, la créa, elle trouve automatiquement les gens, tu vois, comme un Predator. Alors sur LinkedIn, non, tu n'as pas du tout intérêt à faire ça. Enfin, sauf si tu veux. Un gros budget. Voilà. Peut-être que dans 10 ans, il y aura ça. Mais pour l'instant, on reste quand même sur du contrôle granulaire et manuel. Et dernière chose, c'est plus par rapport à l'aspect organique. Effectivement, moi, ce que je vois sur mes posts, c'est une portée organique qui est en baisse, engagement équivalent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai autant de leads. Mais je pense que tu es devenu plus précis, tu es devenu aussi une référence dans le domaine, c'est beaucoup plus crédible. Donc forcément, certes, tu as des gens qui sont peut-être plus ciblés, plus engagés, qui commencent à te faire confiance. C'est vrai que tes posts sont souvent super précis. Là. Celui que tu nous as détaillé, la campagne là, avec l'acquisition, c'était super pointu, c'était super intéressant. Il y avait énormément de valeur dans ces posts-là. Donc ça doit jouer, mais je crois que c'est Tim Roth, enfin il y a l'éditeur in chief de LinkedIn, j'ai écouté son podcast il y a genre 6 mois et c'est ce qu'il disait. Il disait ouais voilà, il y a moins de reach parce que on délivre plus efficacement les posts aux gens qui devraient être intéressants. Donc après voilà, je sais pas si c'est la vérité ou non, parce qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais je choisis de croire que LinkedIn ça fonctionne encore en organique. Ouais. Bah oui, moi je sais toujours et alors la tendance que j'essaie de faire c'est de recibler un peu sur les contenus et c'est vrai que comme toi je fais pas mal d'événements, j'ai le podcast etc. Donc j'essaie de publier des contenus à valeur parce que parfois on a tendance à dire mais je mets en avant des webinaires si c'est que de la pub entre guillemets, même si un webinaire c'est pas vraiment de la pub, la pub à un moment donné les gens vont plus liker, vont plus commenter donc là forcément ça va baisser donc je trouve qu'il faut le plus dur c'est de trouver ce bon équilibre entre trop des contenus qui vont créer des prospects et des contenus qui vont apporter de la valeur et ça c'est pas simple et moi ce que je vois aussi en tendance c'est l'augmentation du rythme de publication. Moi j'étais sur 2 publications par semaine, là je suis une publication par jour depuis janvier et c'est vrai que bon finalement quand tu as pris l'habitude c'est pas si compliqué que ça. Mais si tout le monde le fait, j'imagine bien la saturation que ça va apporter. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je fais une décroissance maîtrisée, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, je fais 5 posts par semaine. Et après, la semaine prochaine, je vais en faire moins, je vais en faire 3 seulement, mais je vais augmenter la qualité. C'est-à-dire que je vais passer autant de temps à faire les posts, mais essayer de faire plus. Et je vais voir, en fait, en blanc. C'est vrai que tu fais des très beaux carousels. Tu fais des contenus qui sont vraiment à valeur. Donc, quelque part, si cette valeur, elle perdure et qu'ils sont légèrement plus espacés, c'est pas très grave. Ok. Bah moi, je publie plus parce que en fait, j'ai tellement d'actu. Là, par exemple, là, je pense que je dois faire un webinaire tous les 10 jours ou un événement tous les 10 jours. Donc forcément, si tu fais la promo de ces événements, et ben en fait, rien que la promo de ces événements avec un post teaser plus un post, ça commence dans 10 minutes, et éventuellement un post au milieu qui dit voilà, regardez, j'ai en train de préparer les slides. Soit généralement j'en fais 3. Et ben en fait, c'est vrai que là déjà, t'as déjà bien rempli ton agenda. Si en plus tu veux faire du post de recyclage de webinaire d'ailleurs. Oui. Et encore, ça, c'est compliqué de réutiliser le contenu. En tout cas, voilà. En tout cas, merci de toutes ces astuces et ces infos. Alors justement, pour ceux qui veulent se lancer et qui veulent en fait, soit entrer en contact avec toi, soit en fait écouter ton podcast sur marketing B2B, qu'est-ce qu'on fait et on tape quoi et on va sur quel site? C'est facile. Déjà, on va sur LinkedIn et on cherche Moni Chim. Il n'y en a pas beaucoup des Moni, donc vous me trouverez, je pense. Ou alors, on cherche mon podcast qui s'appelle tout simplement Podcast Marketing B2B. Voilà. Et écoutez, rentrez en contact avec moi, je suis très sympa sur LinkedIn, je réponds à tous les messages. Merci, c'était vraiment une interview avec beaucoup de valeur. Merci pour tout ce que tu as partagé, je pense que ça intéressera beaucoup de personnes. Et donc n'hésitez pas à suivre Moni sur LinkedIn, le contacter si vous voulez optimiser vos campagnes. Mais comme tu l'as dit, il faut quand même avoir un minimum de budget parce que c'est comme pour Google Ads ou Facebook Ads, ça prend du temps pour mettre en place des campagnes efficaces. Et ensuite derrière il y a le suivi. Donc si vous avez vraiment des stratégies LinkedIn
importante de contenu organique, il faut absolument passer derrière au contenu payant pour compléter les deux, parce que les deux sont vraiment complémentaires. Et je pense qu'on ne peut plus maintenant se passer de payer un petit peu pour de la visibilité sur ligne avec la saturation des audiences. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'opportunité, Cédric. Merci, puis à très bientôt.